Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus et nous sommes jeudi, donc le jeudi c'est anthropologie et nous recevrons notre spécialiste des humanités classiques africaines Nusere Kalala Omotunde, une troisième partie politique avec Yves Boisset qui reçoit les candidats aux élections municipales de 2020. Mais pour l'instant, place donc à l'actu. Nous sommes le jeudi 21 novembre 2019 et voici les titres de cette Info 10. Effectuer sa journée d'intégration. On a un léger petit bug, je crois qu'on va devoir reprendre les titres, il semble bien. Nous reviendrons donc, comme je vous le disais, sur cette journée de sensibilisation au risque sismique qui était animée notamment par une personne porteuse de handicap qui à la base effectuait sa première journée d'intégration. La CAF de Guadeloupe organisait aujourd'hui la 9e édition de sa manifestation Joulassa, c'est en nous, dans le cadre des violences faites aux femmes. Pourquoi les acteurs noirs sont-ils cantonnés à certains rôles dans le cinéma français? Une lourde question de société traitée dans le documentaire de Blaise Menjiwa qui est intitulé « Le monde racisé du cinéma français ». Et qui plus est, ce soir, je recevrai Axel, qui est présidente de l'association Passo Latino et membre de l'organisation du Festival international de salsa du Moule. Comme je vous le disais, les opérations de sensibilisation au risque sismique se poursuivent un peu partout dans le département. Au Gosier, l'on a mis l'accent sur le tremblement de terre de 2004 au Saintes et celui de 1843 à Pointe-à-Pitre. Deux événements majeurs, mais tout de même oubliés par les jeunes générations et qui rappellent le caractère imprévisible de ces catastrophes naturelles. Il faut donc être toujours prêt au pire afin d'optimiser ses chances de survie. Et une journée de sensibilisation qui était animée entre autres par Christian Anténor à Bazac, mais aussi par une personne porteuse de handicap qui à la base effectuait sa journée d'intégration à la ville du Gosier. Regardez. Important de se préparer et que le tremblement de terre ne tue pas et ça tue si on n'est pas prêt. Si on n'est pas prêt, ça tue à coup sûr. Si on est prêt, après c'est la malchance. Mais si on est prêt, on survit sans problème. La preuve. Nous saisissons régulièrement les occasions de sensibiliser la population sur les risques majeurs de manière générale. Mais il est vrai que la région nous a proposé justement de nous mettre à disposition le sismobus dans le cadre de la semaine sismique. Et nous avons donc adhéré à cette initiative en organisant autour du sismobus un événementiel avec donc des conférences dédiées au risque sismique et également une exposition sur le séisme de 2004 des Saintes et celui de 1843 à Pointe-à-Pitre. Il reste encore frais, mais il date déjà de 15 ans, puisqu'aujourd'hui on commémore l'anniversaire de ce séisme. Et donc au bout de 15 ans, vous avez toute une population qui n'a aucune connaissance de ce phénomène. Toutes les personnes âgées de moins de 15 ans ne connaissent pas justement ce phénomène sismique. La saison cyclonique, nous avons un calendrier, donc nous savons à peu près dans quelle période il faut se préparer. Le séisme ne prévient pas, il vient à tout moment. Et il nous surprend. Donc l'objectif justement de la prévention, c'est de sensibiliser un maximum d'administrés et d'usagers afin qu'ils se préparent, que ce soit sur son lieu de travail, que ce soit à la maison. Donc votre kit, il doit être fait pour tous les risques sismiques, même le risque cyclonique, on ne sait jamais aussi. D'accord? Donc quand vous arrivez chez vous, préparez votre kit de survie, donc vous avez la liste. Je suis animateur touristique et sportif. Donc voilà, donc c'est important, je pense qu'aujourd'hui, savoir
les risques auxquels on est susceptible d'être confronté en Guadeloupe. Hein, donc voilà. Aujourd'hui, nous avons la chance justement d'accueillir un travailleur en situation de handicap pour qu'il soit immergé en fait dans notre quotidien pour découvrir notre métier. Puisque la direction de la gestion et la prévention des risques est également en charge du pôle accessibilité du territoire. Donc on œuvre justement à favoriser l'accessibilité du territoire aux personnes en situation de handicap. Très bien, j'ai eu un bon accueil avec comment dirais-je, des hôtesses qui m'ont bien accueilli. Parce que d'autant plus que ce sont des gens qui ont déjà comment dirais-je, un handicap, hein, donc une difficulté en plus, donc oui, absolument. Le handicap, c'est pas un frein aujourd'hui du tout? Un frein, je dirais, si ça pourrait être un frein, mais c'est-à-dire il faut donner les moyens justement pour dépasser en fait ces freins. Ça rentre dans ces tâches, mais c'est aussi l'occasion pour nous de ne pas stigmatiser une personne en situation de handicap. C'est pas parce qu'elle est en situation de handicap qu'elle ne doit travailler que dans ce domaine. Et il faut pouvoir lui permettre de s'ouvrir à d'autres domaines, de partager d'autres expériences, et également pour nous de découvrir justement un travailleur qui parfois est confronté à des problématiques différentes. Un reportage signé Stanley Manicor. Et dans le cadre des violences faites aux femmes, la Caisse d'allocation familiale organisait aujourd'hui la 9e édition de sa manifestation Joulassa, c'est en nous. L'objectif étant de détecter les signes précurseurs de violence afin d'éviter l'irréparable et la mort de victimes. Regardez. Au cours de cette journée, plutôt, on rend accessible un grand nombre de services associatifs, mais aussi un grand nombre de services de l'État, parce que vous avez vu que la gendarmerie est là, pour savoir en fait comment être accompagné si on est victime de violence ou si on détecte des signes de violence. Donc tous les professionnels sont là, les associations sont bien présentes pour porter la parole, pour informer et pour valoriser tous les dispositifs d'accompagnement des femmes. Nous avons en permanence dans nos centres, mais aussi avec les CECAS, avec les associations, des moments d'écoute, des espaces de parole pour permettre à chacun de faire face à ses difficultés et de trouver des solutions. Pour nous, en tout cas, les signes précurseurs en matière de violence conjugale, ça va être le manque de respect. Ça va être un climat de tension, c'est-à-dire l'absence de parole pendant un certain temps. Ça va être quand la femme, justement, a peur de la réaction de son partenaire. Ça va être également, par exemple, une période de cadeaux excessifs sans aucune raison après justement ce climat conflictuel. Ça va être également des menaces qui peuvent être verbales, généralement ce sont des menaces verbales, ça va être également de l'humiliation, des propos dénigrants qui sont répétés. Donc là, effectivement, il faut commencer à rester en alerte et se dire que ce comportement n'est pas normal. Et fait très important, on va voir des comportements où on essaye, le conjoint violent va essayer d'écarter la famille, d'écarter les amis et puis surtout de créer peut-être un climat de dépendance où madame n'a pas son mot à dire ou si elle a son mot à dire, elle doit le dire sous le contrôle de monsieur. J'ai vu depuis ma jeunesse des femmes battues, maltraitées, soumises. Donc je me suis toujours dit quand même, si je peux aider d'autres personnes, d'autres femmes, les encourager, les motiver, ce qui est dommage d'ailleurs, elles restent encore enfermées, elles ne se sont pas particulièrement concernées. Mais c'est un tabou à briser. Au début, elles sont réticentes, elles n'osent pas trop, elles écoutent. Mais après, quand il y a d'autres femmes qui prennent la parole, là, elles arrivent par se libérer. Et elles se sentent à l'aise, elles disent même plus qu'on puisse l'imaginer. Ayez confiance en votre ressenti. Quand il y a une situation qui n'est pas claire, un climat conflictuel, un climat de violence qui peut être violence économique, violence physique, violence morale, violence verbale, violence sexuelle, de ne pas hésiter à se rapprocher des associations d'aide aux victimes, donc de se rapprocher de Guadab France Victimes au 05 90 84 22 86. Et pour celles qui ont fait le choix de déposer plainte, nos coordonnées apparaissent sur le dépôt de plainte. Manifestation qui tourne surtout autour des violences faites aux femmes, mais il ne faut pas négliger celles qui sont faites aux hommes et qui passent limite inaperçues.
Retour maintenant sur la projection du documentaire Le monde racisé du cinéma français. Réalisé par Blaise Menjiwa, ce film dénonce l'attribution de rôles en fonction de la couleur de peau. C'est ainsi que les acteurs noirs sont cantonnés à jouer des dealers, des agents de sécurité, des femmes de ménage ou au mieux des infirmiers. Une réalité qui met en exergue le manque d'ouverture et l'entre-soi dans ce milieu. Le reportage. Première chose, c'est de partager le fruit de ce travail avec tous les Bémaotiens aujourd'hui, grâce à la mairie de Bémao qui organise cette projection pour les Bémaotiens, mais aussi pour toute la population de la Guadeloupe. C'est une problématique qui interpelle tout domien, tout français issu de la diversité, et tout français tout court, tout simplement. La question de la représentation des minorités dans le cinéma français. Voilà, c'est la question centrale qui est au cœur de ce documentaire. Quand vous allez au cinéma, vous regardez des films français par exemple, dans le cinéma français, est-ce que vous voyez la diversité? Bon, voilà. Il y a toute une partie de la population qui ne se voit pas dans les films français. Pourtant, nous sommes français. Pourquoi, lorsque nous sommes représentés, d'ailleurs dans ce cinéma, quelques rares fois où nous sommes représentés dans ces cinémas, les personnages incarnés par des acteurs noirs sont toujours des personnages, des rôles toujours très stéréotypés. C'est-à-dire qu'on leur confie des rôles qui sont liés plus à la couleur de leur peau qu'aux personnages qu'ils doivent jouer. Pourquoi ? On les cantonne dans des rôles de gangsters, de prostituées pour les femmes, de dealers, de vigiles, au mieux d'infirmières pour les femmes. Voyez-vous ? Est-ce que c'est la réalité ? Est-ce que ça représente la réalité ? Ça, c'est la question que l'on se pose. Parce que dans le cinéma français, nous avons constaté que ce cinéma est en retard par rapport au cinéma anglo-saxon, et notamment à l'Angleterre, par exemple, qui a la même histoire coloniale que nous, mais dans le cinéma de laquelle il y a une représentation permanente dans tous les rôles de tous les acteurs. Regardez Idriss Elba, qui est un acteur noir, anglais, mais à qui on a proposé le rôle de James Bond, un rôle iconique dans le cinéma anglais. Est-ce que cela est possible en France ? Posons-nous cette question. Ça permet de prendre conscience des inégalités raciales qui existent pas seulement dans le cinéma, mais dans la société en général, et qui permettent pour nous étudiants jeunes d'avoir un certain recul par rapport à cette situation qui règne en France et qui nous concerne tous au final. Les choses sont en train de changer, le monde évolue également, pas seulement dans le cinéma, mais en général sur la condition du noir dans la société. Les mentalités sont en train de changer, pas aussi vite, les institutions ne bougent pas aussi vite que les mentalités, mais je pense qu'on est sur la bonne voie et que des changements significatifs ne devraient pas tarder. Nous sommes en retard sur cela, et c'est ce que dénonce ce documentaire. Mais il n'y a pas que ça. Nous ne sommes pas dans la dénonciation, parce que notre démarche dans ce film est une démarche pédagogique. Expliquer pourquoi on en est arrivé là, et ce que nous allons faire, ce que font tous les intervenants dans le cinéma qui sont concernés par cette question pour prendre possession de la narration de nos histoires. Parce que nos histoires ne font pas moins partie du roman national. Un reportage signé Chris Kevimanier. Et dans le cadre de la démarche Mission Jeunes, portée par la branche travail temporaire, l'État, le FAFTT, le Prisme Emploi et la mission locale signent des conventions en faveur de l'emploi des jeunes. Un partenariat élargi à des sociétés comme le Crédit Agricole qui s'engagent en faveur de l'insertion. Le reportage. Alors c'est vraiment l'engagement de la profession dans l'accompagnement de jeunes à l'emploi. En fait, toutes nos agences s'inscrivent dans ce dispositif pour accompagner, aider et insérer les jeunes à l'emploi, mais les insérer de façon durable. On signe beaucoup de conventions pour l'emploi, mais pas seulement pour les jeunes, pour les seniors, pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'être un sas de retour à l'emploi, mais aussi un tremplin à l'emploi pour des gens qui n'ont pas travaillé depuis longtemps. Notre profession ne s'inscrit pas juste dans le travail temporaire. On fait de la formation avec Acto, on fait de l'insertion, puisqu'on a aussi dans notre métier des sociétés de travail temporaire d'insertion. On fait du recrutement CDI, CDD, on fait des CDI en interne chez nous pour des intérimaires. Donc on est vraiment un acteur de l'emploi, pas seulement un fournisseur de travail temporaire.
C'est très important parce qu'avec ces signatures qui se fait avec le FAFTT et bien entendu Prisme Emploi, la mission locale avec l'État, ça permet aux jeunes de pouvoir entrer en emploi, surtout des jeunes de la garantie jeune, ce sont des jeunes qui sont formés spécifiquement pour être en autonomie et pouvoir gagner ces entreprises-là très rapidement. Donc aujourd'hui, avec cette signature-là, ça nous permet de faire la liaison entre, je dirais, le monde de l'emploi et nos jeunes qui sont en garantie jeune. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, à mi-parcours de l'année 2019, nous avons déjà 900 jeunes qui sont déjà entrés en entreprise grâce, je dirais, aux agences d'intérim de la Guadeloupe. Parlons de l'apprentissage maintenant, qui reste l'une des filières les plus pragmatiques, mais aussi l'une des plus difficiles d'accès. La faute au mode de financement de ce type de formation et à la taille des entreprises guadeloupéennes, qui souvent très petites ne comptent aucun salarié, hormis le gérant. Des freins que l'Académie de Guadeloupe entend éliminer en facilitant le processus de recrutement et la prise en charge financière. Elle a organisé un séminaire afin de promouvoir l'alternance. C'était du côté de la Cité des Métiers au Rézé, le reportage d'Olivier Félix. Un moment qu'on travaille sur l'organisation de ce séminaire parce que je pense que la situation de l'apprentissage en Guadeloupe doit s'améliorer. Nous avons dans le système éducatif 240 à 280 apprentis, c'est pas suffisant et malheureusement ce résultat nous le devons à deux facteurs limitants. Le premier, c'est la taille des entreprises. Vous savez que 85% des entreprises de Guadeloupe ont zéro salariés. Et le deuxième facteur limitant, c'était le mode de fonctionnement, le mode de financement. Il se trouve qu'il y a eu une réforme. Cette réforme a changé la donne. On change de paradigme. C'est à nous également de nous adapter à cette nouvelle situation. Et c'est pour cela que nous avons souhaité rassembler l'ensemble des acteurs, y compris la DIEC, représentant donc l'État, mais aussi des entreprises, pour qu'on regarde comment adapter la réglementation nationale au contexte local, comment nous organiser pour répondre aux exigences nationales et se faire confiance mutuellement pour qu'on puisse ouvrir cette voie d'excellence pour nos jeunes. Deux conditions. La première, c'est d'attirer des bons élèves, des élèves motivés, et la deuxième, c'est d'assurer une bonne formation sur les métiers de l'avenir. C'est une journée où l'État et l'éducation nationale, le rectorat, entendent informer largement sur les nouvelles compétences que la loi leur confère en matière d'apprentissage. Il faut savoir que jusqu'à cette année, c'est le conseil régional qui avait la compétence d'organiser, d'accompagner le programme d'apprentissage des 8 CFA. Avec la nouvelle loi, ce sont les OPCO qui prennent le relais. Donc il s'agit, avec les partenaires, que la région puisse transférer les dossiers et faire part de son expertise, parce que nous avons quand même fait un bon travail pendant de longues années. Maintenant, il s'agit de passer le relais aux OPCO et aux autres acteurs. Cette journée, c'est aussi l'occasion de préciser la volonté de la région de rester vigilant sur la mise en œuvre de la politique de l'apprentissage qui doit permettre à nos jeunes de trouver une insertion dans les entreprises du territoire. Et justement, c'est ça, l'objectif de ce séminaire, c'est d'identifier les points de blocage pour essayer d'apporter des réponses adaptées. Les moyens financiers, c'est d'abord l'État qui finance l'apprentissage. Les moyens d'encadrement, de tutorat humain, c'est l'éducation nationale qui peut trouver avec eux des solutions. C'est ça l'objectif justement du séminaire. On enchaîne avec le 7e congrès des puériculteurs, puéricultrices et spécialistes des soins pour la petite enfance. L'occasion pour ces professionnels de s'interroger sur les pédagogies autour de la prise en charge et le soutien à la parentalité. Un ensemble de recettes pour un développement harmonieux des petits, à commencer par la lutte contre les fléaux éducatifs comme l'humiliation verbale et physique, trop souvent pratiquée à tort. Le reportage de Noémie Abissure et Charlie Dagonia. L'objectif de ce 7e congrès est de pouvoir permettre aux professionnels de s'interroger sur des pédagogies éducatives de prise en charge des enfants, de pouvoir donner des pistes de réflexion dans l'accompagnement avec les familles, de faire du soutien à la parentalité. Donc nous avons intitulé notre congrès Développement harmonieux de l'enfant,
Parce qu'aujourd'hui, nous savons, ce n'est plus à prouver, que les neurosciences, donc affectives et sociales, montrent que les paroles des adultes, que l'humiliation, que la punition, toutes ces, on va dire entre guillemets, ces fléaux éducatifs ont un impact sur le cerveau de l'enfant, sur son développement. Être parent ou être professionnel de l'enfance, c'est très complexe. Ce n'est pas facile d'élever un enfant. Donc il n'y a pas de recette magique. Mais ce que nous disent les chercheurs du monde entier, c'est qu'il faut sortir des humiliations verbales et physiques vis-à-vis des enfants. Les parents le font en croyant bien faire. C'est utilisé sur toute la planète. Ils pensent que c'est en humiliant l'enfant verbalement et physiquement que l'enfant va bien se comporter à l'école ou va bien se comporter. Mais à l'heure actuelle, on sait que ça abîme le cerveau de l'enfant. Donc il faut sortir de ça et avoir de l'empathie, être chaleureux, soutenant avec l'enfant. Ça ne veut pas du tout dire, la bienveillance, qu'on est laxiste, pas du tout. On ne laisse pas à l'enfant tout faire, mais on ne va pas l'humilier s'il fait quelque chose qui n'est pas adéquat. On va lui dire non, on ne fait pas ça. Mais on ne va pas lui dire tu es méchant, c'est pas bien ce que tu fais. On lui dit on ne fait pas ça, je te fais confiance, en grandissant tu vas apprendre à ne plus le faire. Mais on ne l'humilie pas, on ne lui dit pas tu es un imbécile, tu es infernal, on ne le tape pas, c'est extrêmement important. Et ça va permettre à tout le cerveau de se développer. La première, c'est ce qu'on appelle la problématique des 1000 premiers jours, où on sait que tout est important depuis le début de la grossesse jusqu'aux 3 ans révolus de cet enfant. L'alimentation, la relation psycho-affective entre sa mère et l'enfant, l'activité physique, mais aussi l'environnement, environnement toxique, les différents produits, la qualité de l'alimentation. Alors, l'alimentation de l'enfant, elle doit être optimum pour lui apporter les éléments nécessaires, indispensables pour permettre une croissance harmonieuse de cet enfant. Et afin de s'ancrer un peu plus en local, les magasins Carrefour mènent de plus en plus d'actions en faveur de nos productions alimentaires, avec la marque Produits d'ici, mais aussi par la promotion culturelle. C'est en ce sens qu'elle a confié à un artiste le soin de réaliser le nouveau visuel des 60 000 cabas qui seront distribués dans ses enseignes ces prochaines semaines. Les recettes seront reversées à l'association J'existe, qui œuvre depuis 20 ans à faire avancer la cause des autistes. Le reportage. Alors aujourd'hui, nous lançons le cabas Talent d'ici, qui est le fruit du travail d'une cinquantaine d'artistes qui ont été sélectionnés par les internautes. Et aujourd'hui, les internautes ont choisi un artiste qui est Philippe Laurent. On a mis son œuvre sur un cabas. Ce cabas sera vendu à partir d'aujourd'hui. On en a fabriqué 60 000. Et le bénéfice de ce cabas sera reversé à une association de défense des autistes qui s'appelle J'existe. Voilà, donc c'est la prolongation de notre opération que nous avons commencé en 2016 de valorisation de la production locale. Nous avons fait Produits d'ici, aujourd'hui nous sommes sur Talent d'ici, nous sommes dans le même objectif de valoriser la production, les producteurs, les produits d'ici. C'est une valorisation de tous les produits et les talents de Guadeloupe. Donc l'association, c'est donc J'existe, et qui regroupe aujourd'hui une centaine d'adhérents dans une cinquantaine de familles, des personnes autistes de 5 ans à 59 ans. Quand au mois de janvier, Carrefour nous a contactés, nous avons été agréablement surpris déjà par le projet en tant que tel, puisqu'il s'agit avant tout de valoriser les produits locaux. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur en tant que Guadeloupéens, c'est clair, mais en plus d'apprendre que le bénéfice de la vente de ces cabas sera donc reversé à l'association, ce n'est que du bonheur pour nous. Il faut savoir que la thématique, c'est les produits du terroir. Et qui dit produits du terroir, pour moi, dit forcément manuel, la terre et l'essence même des choses. Donc j'ai tenu, pour moi, la meilleure façon, et pour rester au plus proche de la thématique, l'image en elle-même était réalisée purement et simplement manuellement. J'ai attendu quand même le dernier jour. Je ne vais jamais oublier, je passe une nuit blanche, j'ai candidaté, j'ai envoyé l'image par mail au dernier moment, et suite à ça, il y avait un concours sur Facebook, et à ma grande surprise, agréablement, et voilà, mon image était retenue. Il faut savoir que les fonds seront reversés à l'association J'existe, et qui œuvre pour une très grande cause pour les enfants autistes. C'est très important.
je suis très content d'avoir participé et d'avoir gagné en fait. Dans le cadre du concours Talent d'ici. Et maintenant, je reçois Axel, qui est présidente de l'association Passo Latino et membre de l'organisation du Festival international de salsa du Moule. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, parlez-nous un petit peu de cette association, justement, Passo Latino. C'est dédié à la culture latine, c'est spécial salsa, qu'est-ce que c'est? Alors, Passo Latino, c'est une association qui met en valeur la danse cubaine, donc la salsa cubaine, et on fait aussi des cours de bachata. On est sur le Moule. Donc, il y a plusieurs types de salsa, si on comprend bien. Il y a plusieurs types de salsa. Il y a 3 types de salsa. Celle qu'on danse à Porto Rico, la colombienne et la cubaine. D'accord. Et nous, on n'a pas de salsa, nous? Si, alors, du coup, la salsa guadeloupéenne. C'est ça, c'est ça. On danse la salsa en Guadeloupe, j'ai découvert ça, mais on m'a appris que souvent on dansait seul, dans les mariages, dans les baptêmes. Et en fait, on apprend maintenant à tout le monde qu'on peut danser en couple et même à plusieurs, tous ensemble. C'est très sympa, oui. Alors, comment se porte la salsa? On sait que c'est un mouvement qui est arrivé déjà il y a des décennies. On sait que c'est assez pratiqué, les gens apprécient. Mais est-ce qu'il y a un réel engouement derrière? Comment se porte l'association à ce niveau? Alors, l'association, c'est encore un petit bébé parce qu'elle n'a que 2 ans et demi. Elle a été créée il y a 2 ans et demi, donc sur le Moule, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une demande, mais qu'il n'y avait plus personne qui s'en occupait. Donc, du coup, on a créé l'association. La première année, on a eu un petit peu de membres. La deuxième année, ça a pris l'ampleur. Et là, on est dans la 3e année. Et au fur et à mesure des années, on se rend compte en effet qu'il y a un réel engouement pour la salsa cubaine. Donc vous vous êtes greffé à l'organisation donc de ce festival international de salsa qui aura lieu au Moule. Qu'est-ce que vous nous préparez? Alors, c'est un très beau festival qui va avoir lieu, en effet. En fait, si on récapitule un petit peu, ça a été une surprise, ce festival. Parce que c'est venu déjà d'un constat. Il existait depuis 2 ans le Salsa Playa sur le Moule. C'est tous les dimanches, enfin c'était tous les dimanches, après on est passé tous les mois. C'était très sympa, on avait du monde et puis un jour, un membre du syndicat d'initiative de la ville du Moule est passé par là. Et il a fait « Waouh !» C'est génial ce que vous faites. Il y a énormément de monde, les gens ont le sourire, tout le monde s'amuse. Mais on peut en faire quelque chose du salsa playa. Et donc cette idée, cette petite graine a germé. L'idée est arrivée sur le bureau du syndicat d'initiative de la ville du Moule. Et puis, ils ont proposé ce festival, donc d'agrandir l'idée du Salsa Playa, de faire venir des artistes internationaux, parce qu'on aura la chance d'avoir un plateau artistique magnifique. Parlez-nous-en. Ah ben, waouh. On a en effet des artistes et des danseurs, déjà. On a 2 grosses têtes d'affiche qui sont Rolly Madden et Yannette Fuentes, pardon. Rolly Madden et Yannette Fuentes sont des Cubains. Ils sont de renommée internationale, ils font les plus gros festivals à travers le monde et on a la chance de les accueillir pour la première fois en Guadeloupe. D'accord. Donc vraiment, c'est... Donc ils vont dispenser une espèce de masterclass où ils viendront vraiment animer, genre pas des grands bals populaires, mais quelque chose qui s'y rapproche. Alors en fait, les deux. On a voulu, sur ce festival, le syndicat d'initiative a insisté, et il a eu raison, de le rendre populaire, vraiment accessible à tous. Donc vous pourrez rencontrer ces artistes-là sur le village, parce qu'il y aura un village cubain le samedi 23. Il y aura des masterclass. Donc là, vous pouvez voir avec le syndicat d'initiative pour prendre des cours avec nos stars, mais aussi des soirées où ils vont faire le show. Ils vont aussi danser sur le sable à la plage de l'autre bord. Donc vraiment, ils rendent la salsa très accessible. Ce sera quoi un peu le but? C'est de répandre la salsa un petit peu partout et qu'on la pratique. Elle est déjà là. Elle est déjà là. Donc, mais on n'est pas au niveau des Cubains, je crois. Il me semble qu'à Cuba, ils respirent salsa. Vraiment. Ils respirent salsa, c'est vrai, ce n'est pas notre culture, nous ne sommes pas cubains, nous sommes guadeloupéens. Mais justement, il va y avoir un mélange assez fabuleux pendant ce festival, notamment porté par notre artiste Mina, qui viendra avec ses musiciens et qui nous fera une fusion du guroca avec la salsa cubaine, parce qu'il y a des racines communes et donc elle a mis ça en place. Venez parce que c'est le vendredi 22 au soir, où il y aura un show fabuleux avec Mina. On va reprendre les dates, les lieux pour les téléspectateurs. D'accord. Alors, ça commence demain soir, vendredi 22. Nous avons une soirée prestige à la salle de l'Acropole, la soirée d'ouverture, avec ce fameux show de Mina, la présentation des artistes. Et aussi, j'ai oublié de vous parler des DJ, on fait venir 4 DJ donc, pour ce festival. Donc demain, ouverture avec DJ. Il y aura des petites soirées, s'il y a DJ, il y a soirée. Des grandes soirées. On va se régaler, ça va être sympa. On a donc DJ Timbalero et DJ Mr Timba. Un vient de Martinique et l'autre de Strasbourg. Ça, c'est demain.
Ensuite, samedi, encore une soirée avec DJ Jackal Calvo, qui est la référence en salsa cubaine. Donc lui, il est basé sur Paris. C'est la deuxième fois qu'il vient en Guadeloupe. Et fort de l'expérience de l'année dernière, il revient parce qu'il a vu qu'il y a eu vraiment... De toute façon, dès qu'ils mettent les pieds ici, en général, ils apprécient. Ils ne veulent plus repartir. C'est ça, on a de la chance. Donc du coup, il sera avec nous. Et ensuite, DJ Yo sur le Salsa Playa, parce que DJ Yo, c'est le DJ du Salsa Playa. Donc voilà, il prendra le relais dimanche pour tout le monde. Donc ce sera vraiment la fête du côté de la ville du Moule tout ce week-end. Ça va être vraiment fabuleux. En tout cas, on attend beaucoup de monde parce que justement sur ce village, je vais revenir sur le village, le 23, il y aura les artistes bien sûr, il y aura des exposants. On aura une exposition photo sur Cuba. Il y aura justement les scolaires. Le collège Saint-Dominique sera représenté. Ils vont faire une prestation musicale et également artistique. Et il y aura un espace restauration. On pourra se délecter de mets cubains. Voilà. Vraiment la totale. La totale. Merci beaucoup Axel, en tout cas je le rappelle, plaisir. Présidente de l'association Passo Latino, d'être venu sur ce plateau ce soir. Merci. Voilà chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de votre Info 10. Le rendez-vous est donc donné à partir de vendredi soir. Ce sera du côté de la ville du Moule pour vous déhancher sur des airs de salsa cubaine. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée à l'écoute des programmes de Canal 10. Le journal local revient demain à 18h30. À venir dans la tranche info sur Canal 10, eh bien le focus, et le jeudi, c'est anthropologie. Donc nous parlerons effectivement avec notre spécialiste des humanités classiques africaines, Nusere Kalala Omotunde, qui, je vous le rappelle, organisait dernièrement le colloque des mathématiques africaines qui a connu un véritable succès. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Dominique Landry, bonsoir à Patricia Châtenay-Rivaudet. J'espère que tu vas bien, Patricia. Et non, ma chemise n'est pas à vendre, point du tout. Bonsoir à Suzy Mariès, bonsoir à Maggie Delaney, j'espère que tu vas bien Maggie, bonsoir à Fabrice Nebo, à Rodrigue Nidroit, à Dominique Landry, à Georges Messager, qui j'ai un nous Georges, je vois que tu es de retour, ça me fait très plaisir, bonsoir aussi à Fabien Nebo, et effectivement comme vous le dites sur les réseaux, on forme une famille, c'est la famille des infos sur Canal 10, on se retrouve tout de suite après la coupure pub, et je tiens à remercier effectivement cette auditrice qui m'a offert cette petite chemise qui vient tout droit d'Afrique du Sud. Je fais un bisou à Mabo du côté de Port-Blanc, un autre bisou à Madame Manicor, c'est du côté de Bémao. On se retrouve après la pub.